Jeux et enjeux, Abdias Harouna. Bonjour à tous, ensemble des savoirs historiques et anthropologiques produits ou inventés sur l'Afrique ayant accompagné et rendu possible l'entreprise coloniale, la bibliothèque coloniale produit des discours pourtant clivants, réduisant les sociétés africaines en des segments irréductibles qui souvent mettent à mal la grammaire de l'émergence d'une véritable conscience citoyenne pour travailler à faire advenir le sentiment d'appartenance à une même nation. Peut-être parce que l'histoire coloniale et celle post-coloniale sont à la fois les terreaux des idéologies, des imaginaires sociopolitiques convulsifs, des instances de légitimation des postures nationalistes et vecteurs du diffusionnisme du lait colonial. Dans les territoires africains sous domination française par exemple, le pouvoir colonial a indéniablement impulsé et contrôlé la production des savoirs scientifiques et scolaires, de leur élaboration à leur validation et à leur diffusion. Principaux animateurs de la recherche en Afrique alors colonisée, les administrateurs coloniaux ont imposé des styles, des normes, des outils ainsi qu'un regard sur les sociétés africaines. Les sciences ont servi la cause impériale en Afrique, c'est sans débat. Mais plus de 60 ans après les indépendances, comment décoloniser l'histoire africaine afin d'en faire la matrice de l'éducation à la citoyenneté et au national? C'est la grande question au cœur de ce numéro de Jeux et enjeux. On en parle. On en parle avec le docteur Seou Amadou. Bonjour. Bonjour. Historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, spécialiste de l'histoire de l'esclavage, de la traite et de leur mémoire dans les contextes africains, atlantiques et islamiques. Votre communication à la journée d'études d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, dont on va parler tout au long de cette émission, s'intitule « Traite négrière, esclavage et écriture de l'histoire dans l'Empire colonial français, régime d'historicité, territorialisation mémorielle, et enjeux. À vos côtés, le docteur Yaya Ntianjemini, bonjour. Bonjour, mon cher Abdias. Historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua. Votre communication à la journée d'études dont on va parler également s'intitule « Essai sur le questionnement de l'usage des sources archivistiques coloniales dans la production historique au Cameroun ». À vos côtés, le professeur Anatole Fogou, bonjour. Bonjour Abdias et merci pour votre invitation. Professeur titulaire au département de philosophie de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, co-directeur scientifique de l'Afrique de Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon et Jean-Marc Ella aux éditions L'Harmattan. Vous avez déroulé votre communication aux journées d'études du département d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua sur histoire et construction de la citoyenneté nationale. Tournez le dos à la bibliothèque coloniale, point d'interrogation. À vos côtés, le professeur Jérémy Dié, bonjour. Bonjour, mon cher Abdias. Chef du département d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, modérateur du panel Bibliothèque, Égyptologie, idéologie de la domination et réécriture de l'histoire à la journée d'études du département dont vous avez la charge. Merci à tous les quatre d'être avec nous dans le studio. On démarre ce débat avec vous, professeur Jérémy Dié. Faut-il brûler la bibliothèque coloniale ou à défaut, faudrait-il en avoir peur? Il ne s'agit pas de brûler la bibliothèque coloniale, c'est vrai. À l'intérieur de la bibliothèque coloniale, il y a une histoire vraiment dédominée. On ne va pas quand même mettre en brèche ou alors carrément annuler cette histoire des subalternes. Parce que même si à l'intérieur on valorise certaines sociétés et que la société surtout occidentale essaie plus ou moins de montrer comment elle est civilisée, donc il y a quand même l'histoire des subalternes qu'il faut maintenir. La colonisation n'a pas seulement été expérimenté en Afrique, même en Asie. Oui. Et il y a eu des courants même qui ont été plus ou moins créés pour davantage analyser vraiment le fond de ces archives. Par exemple, comme la colonial study, la post-colonial study, ou alors la subaltern study, tout ça, tous ces courants, autant pour moi, sont là davantage pour essayer davantage de comprendre. Mais qu'est-ce qu'il y avait vraiment en dessous de ce que nous on voit? Parce que lorsque, à première vue, on essaie plus d'interpréter ces archives, oui, on risque de se tromper. Et c'est pour cela qu'il faut davantage avoir encore de mobiliser d'autres connaissances pour essayer de retracer ces pistes des histoires des subalternes qu'on a effacées. Parce qu'on n'a pas toujours dit la vérité sur les sociétés africaines. Mais par le passé, l'Afrique avait de l'histoire, l'Afrique avait une écriture, avait les hiéroglyphes en Égypte, que ce soit au niveau de la Nubie, ainsi, même récemment ici avec les Bamoun, on avait une écriture. Mais une fois avec cette période de la colonisation, il y a eu comme un effacement, entre guillemets, de l'histoire des peuples africains.
on a voulu mettre en exergue plus ou moins la primauté de la civilisation occidentale. Et ce qu'il faut d'ailleurs dire, que non, pouvons encore sauver. Et on ne va pas brûler, mais on peut encore un peu se servir de ce qui a été produit, mais avec déjà les sources orales valorisées par Tirno Mokhtar. On peut encore ressusciter vraiment beaucoup de choses dans cette histoire, dans cette bibliothèque coloniale. Intitulant le thème de la journée d'études de votre département, vous qualifiez précisément la bibliothèque coloniale d'une documentation problématique. Pourquoi ? C'est problématique parce que cela a mis en mal certains peuples africains. Jusqu'aujourd'hui encore, cela pèse sur leur vécu quotidien. Parce que lorsque vous essayez plus ou moins d'appeler un peuple, un ensemble de peuples, Kirdi par exemple, c'est pas normal. Et lorsque vous qualifiez un peuple de belliqueux, sans avoir compris comment est-ce que ce peuple-là vit, passe sa vie quotidienne, parce que simplement, ils vous ont tourné le dos lors des tournées de collecte d'impôts. Ça, je crois que ce n'est pas de la bonne histoire qu'on est en train de faire. Et c'est pour cela qu'il faut toujours prendre avec beaucoup de pincettes cette histoire qui a été conseillée dans les archives de la bibliothèque coloniale. Et là, on a été interpellés. Pourquoi ? Parce que lors, par exemple, des travaux de nos étudiants, que ce soit en master, en thèse, la bibliothèque coloniale est forcément mobilisée. Mais lorsque la bibliothèque coloniale occupe une grande partie dans un travail scientifique, il faut avoir vraiment beaucoup de recul pour essayer plus ou moins de montrer la vérité scientifique. Et c'est pour cela qu'il faut plus ou moins une confrontation de sources, pas seulement les sources de la bibliothèque coloniale, mais les sources orales, les sources plus ou moins archéologiques, ainsi de suite, anthropologiques. Donc on en a beaucoup de sources. Docteur Seou Amadou, quelle lecture justement l'intelligentsia africaine a-t-elle faite de ce corpus autour de la bibliothèque coloniale à date? Oui, par rapport à l'intelligentsia africaine, qu'elle soit historienne, qu'elle soit littéraire ou autre, il y a toujours eu une mise en contexte de ces sources européennes-là. Il y a également un questionnement, il y a eu de la critique. Quand vous lisez des gens comme les Mongo Betty, même quand ils mettent en scène, n'est-ce pas, le système colonial, n'est-ce pas, il y a une dérision derrière, une certaine distance qui montre quand même que tout ce qui est fait n'est pas dans les normes ou dans la réalité telle qu'elle est souhaitée ou vécue. Donc, la bibliothèque coloniale est à prendre avec beaucoup de recul, beaucoup de grilles d'analyse, beaucoup essayer de se mettre dans le contexte, mais également se distancer des auteurs. C'est une source parmi tant d'autres sources. Il faut donc la mettre, la comparer aux autres, la confronter aux autres pour tirer le maximum d'informations et ne retenir que ce qui peut être qualifié de juste, de vrai et qui se rapproche de la réalité ou de la vérité historique. Docteur Yaya Ntchangemini, vous estimez clairement qu'il existe un conflit mémoriel dans la production historique. Comment le perçoit-on selon vous? Merci mon cher Abdias. Nous questionnons généralement les sources archivistiques à travers un ensemble de grilles d'analyse. La première question qui nous vient généralement à l'esprit, c'est la bibliothèque coloniale parle de qui? La première chose qu'on retrouve là-dedans, il s'agit de l'histoire du colon en Afrique. La deuxième chose, c'est l'histoire de la relation entre Africains et colons vue par le colon. La dynamique locale, les perceptions locales, les entrefaits locaux ne sont pas généralement représentés dans ce niveau d'analyse des sources. Or, lorsqu'on continue à exploiter les sources archivistiques, notamment la bibliothèque coloniale, pour construire le vécu africain d'aujourd'hui, post-colonial autant pour moi, il est question de ressusciter les clivages, de ressusciter les divisions, de ressusciter tous les conflits dont le système colonial a su imposer à l'Afrique. Et n'oubliez pas que le système colonial se fondait sur le diviser pour mieux régner. Et ce diviser pour mieux régner, donc, a eu un impact ou continue d'avoir un impact sur la configuration de nos sociétés actuelles. Et voilà pourquoi nous percevons
la bibliothèque coloniale comme un terreau à travers lequel les conflits du passé sont généralement ressuscités, sont généralement remis en selle dans la perspective de la légitimation de certaines postures politiques, de certaines constructions de positionnement, et l'ensemble de ces perceptions font en sorte que la colonisation, bien qu'elle soit partie, demeure et reste dans notre vécu quotidien. Professeur Anatole Fogou, peut-on aujourd'hui continuer à produire notre histoire en servant de la bibliothèque coloniale ou, attention, piège, c'est un récit déroulé exclusivement du point de vue du chasseur? Je voudrais d'abord commencer par me situer dans la perspective du docteur Yaya tout à l'heure, qui disait que le colon a construit un discours, a construit cette bibliothèque en présentant les sociétés africaines comme des sociétés segmentées, comme des sociétés divisées, comme des sociétés parfois acéphales. Comprenez? De ce point de vue-là, il faut tourner le dos à cette bibliothèque. Il faut tourner le dos à ces discours-là. Vous passez directement à l'affirmation, parce que le titre de votre communication était quand même interrogatif. Oui, il était interrogatif pour dire que la question est nuancée. Parce que d'une certaine manière, ce discours de la bibliothèque coloniale continue d'avoir une prégnance sur nos représentations, sur nos sociétés. Ce discours est encore patent. Il a eu des effets, si vous voulez. Si vous ne prenez que l'exemple du Cameroun, nous sommes présentés comme un assemblage de tribus. Oui. C'est le colon qui construit. Il met l'accent sur ce qui nous divise plutôt que de mettre l'accent sur ce qui nous rassemble. Or, aujourd'hui, pour produire une histoire qui nous serve, pour produire une histoire qui nous permet de dépasser ces clivages, il faut justement partir peut-être de ces discours, mais les dépasser pour pouvoir construire le discours de ce qui nous relie, de ce qui nous met ensemble, pour pouvoir construire le discours de ce qui fait de nous un peuple, une nation. C'était ça le sens, si vous voulez, de l'interrogation. Comment passer donc de ce discours clivant, qui parfois, les historiens le disent, était coproduit à la fois par le colon et par les Africains, ne serait-ce que les auxiliaires de ces colons ont contribué à la construction de ce discours. Donc, d'une certaine manière, nous sommes partis pris, nous avons parti liés avec ce discours. Mais nous ne pouvons pas nous enfermer dans ce discours. Nous ne pouvons pas continuer à le considérer comme étant le discours unique et vrai sur nos sociétés. Nous devons pouvoir partir de ce que nous vivons aujourd'hui pour élaborer ce que nous voulons être différemment de ce que le colon a fait de nous. Vu du colonisateur, professeur Jérémy Dié, comment le colonisé est-il décrit dans la bibliothèque coloniale? C'est vrai, le professeur Anatole Fogou a déjà quand même essayé d'en parler. Le colonisé a deux visions. Oui. Je dis le colonisateur a deux visions du colonisé. Oui. Premièrement, surtout ceux qui étaient davantage pris comme courroie de transmission d'informations, ils étaient bien décrits dans les archives coloniales. C'est là on les qualifiait de personnes dociles, des personnes vraiment respectueuses. Et vous voyez vraiment cette ambivalence, cette dichotomie de vision par rapport aux colonisés. Donc, en fait, l'administrateur colonial s'appuyait sur ces personnes qu'on qualifiait de lamibés pour transmettre les informations. Ils sont bien décrits dans les archives coloniales. Or, de l'autre côté, on a ceux vraiment qui, je peux dire, ne sont pas vraiment bien décrits, où on ne les jette pas vraiment les fleurs. Vous parliez des Kirdis. Je parle des Kirdis, je parle par exemple des populations qui étaient pratiquement sous domination, par exemple le Peul, juste avant l'arrivée ou alors avant la présence française ou alors européenne, occidentale en Afrique. Bien, eux, on les qualifiait par exemple des personnes belliqueuses, des bagarreurs, des personnes indépendantes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que eux, ils ne se sont pas laissés faire facilement. Ils n'ont pas accepté vraiment qu'on puisse davantage contredire leur culture, ainsi de suite, parce que la présence de l'administrateur français a beaucoup créé, je peux dire, a beaucoup influencé les cultures des peuples de montagne. Et vous voyez aujourd'hui encore,
regardez comment vous êtes habillés. C'est une imposition culturelle. Aujourd'hui, on s'habille avec les chemises, ainsi de suite. Ça, c'est une imposition plus ou moins de la colonisation. Moi, je suis pas un chemiste ce matin. Bon, donc, vous voyez, il y avait deux visions. Et aujourd'hui encore, lorsque vous essayez de faire un tour dans ces espaces, oui, même déjà au niveau de la consonance des mots qu'on attribue aux espaces, on a l'impression que la colonisation créait des problèmes. Et je le disais, je crois, avant-hier, mais vous dites que vous allez dans les monts Mandara. Mais les monts Mandara, normalement, vous devez trouver les Mandara à l'intérieur des montagnes. Mais lorsque vous allez dans les monts Mandara, à votre grande surprise, ce ne sont pas les Mandara qui vivent dans les monts Mandara. Non. Ce sont les peuples des chaînes de montagnes limitrophes entre le Cameroun et le Nigeria. Oui, et là, c'est une multitude de peuples. Lorsque vous prenez le Mayo Sava, vous allez voir les Podoko, les Mada, les Muktele, ils sont nombreux. Lorsque vous allez dans le Mayo Tsanaga, vous allez voir les Mafa là-bas, vous allez voir les Kapsiki, ils sont nombreux également là-bas. Vous voyez comment est-ce qu'il y a eu cette confusion? Juste parce qu'on a mal plus ou moins, on a mal apprécié les peuples, la culture des peuples qui étaient plus ou moins présents dans ces espaces. Et je trouve qu'il faut essayer plus ou moins, comme disait le professeur Fogo Anatole tout à l'heure, pas tourner le dos quand même complètement, professeur, mais essayer vraiment de faire un bonbon, laisser quand même de côté, voir ce qui peut être intéressant et puis maintenant évoluer vers une nouvelle vision de la chose. Le professeur Anatole Fogo va certainement réagir tout à l'heure, mais déjà, docteur Seou, que dit-elle cette bibliothèque coloniale de la traite négrière précisément, vous qui en êtes spécialiste? Oui, sur cette question, il faut prendre deux considérations. La première, c'est d'abord le versant atlantique de la traite, que nous avons connu d'abord, qui nous a été enseigné jusqu'à une certaine époque. Et ce versant atlantique-là, il a précédé ce qui va suivre, c'est-à-dire la présence coloniale sur le continent. Donc, pour tout ce qui est connaissance sur ce versant atlantique-là, ce sont les archives laissées par les marins, les archives dans les différents ports, les archives des maisons de commerce qui ont pratiqué cette traite-là. Et ce sont ces éléments-là qui nous permettent de reconstituer cela. Il y a tout un site internet, la slavevoyage.org aujourd'hui, où on a recensé un peu toutes ces archives-là, toutes ces données qui sont disponibles actuellement et où on peut accéder. Donc ça, c'est une dépendance forte, parce que dans le versant atlantique, oui, c'est surtout sur ces archives-là. Parce que le côté tradition orale et autres que nous avons sur le sol africain, c'est un côté qui n'est pas très pris en considération. Maintenant, la deuxième dimension, c'est sur le continent africain. Après avoir aboli la traite, les Européens reviennent maintenant vers le continent. Ils cherchent à aller à l'intérieur, à connaître les populations, à dominer, à exploiter, à identifier toutes les ressources qu'il y a. Et à partir de ce moment-là, ils sont face aux réalités, aux situations du terrain en ce moment-là. C'est bien la période de la colonisation. Absolument. Et dans cette période de colonisation-là, il y a une inversion de la perception de cette question de l'esclavage, dans la mesure où l'Européen, qui était l'ancien négrier, revient en Afrique comme celui-là qui vient abolir la traite, qui vient lutter contre l'esclavage, contre les coutumes, voilà, les coutumes barbares. Donc vraiment, ce que vous appelez cette mission civilisatrice là, c'est tout un package. Mais on se rend compte en l'examinant que en fait c'était des arguments qui étaient développés pour justifier cet esprit de prédation, cet accaparement des terres et des peuples, des ressources africaines tout simplement à cette période-là. Et il se justifie par ces éléments-là à l'égard de leur propre opinion pour mobiliser davantage, avoir davantage de ressources. Mais nous savons que c'était d'abord cela. Donc, les archives coloniales nous parlent de la traite, de l'esclavage. Et cette fois-là, on dit c'est le fait des Africains. C'est les Africains qui vendent les Africains. C'est des Africains qui réduisent les autres groupes, n'est-ce pas, à l'esclavage. Il a parlé de la question Kirdi. Le mot Kirdi lui-même, il vient de cette bibliothèque coloniale. Et parce que si au Cameroun, là, vous demandez à n'importe qui, est-ce qu'il est Kirdi, il va vous dire non, moi je ne suis pas Kirdi, je ne me reconnais pas dans ces termes-là. Dans cette kirditude. En fait, il y a une volonté à la fois de diviser
pour régner, mais également de généraliser, de globaliser dans le sens toujours d'aller dans le sens du colonisateur, du sens voulu par le colonisateur. Et donc, nous sommes héritiers d'un certain nombre d'archives, nos bibliothèques. Pour les historiens, les archives sont fondamentales pour l'écriture de l'histoire, oui. mais, depuis un certain temps, il y a une bonne évolution. Il a évoqué la question des sources orales, il y a la question des sources matérielles, de toutes les traces, les restes à travers les données archéologiques, et puis anthropologiques, linguistiques et autres, avec les travaux de Cheikh Anta Diop. Donc on se rend compte qu'il y a une profusion de ressources qu'on peut utiliser pour mieux écrire l'histoire africaine sans être totalement dépendant de la vision européocentrée ou européocentriste, du regard qu'ils ont posé sur nous et des rapports qu'ils ont légitimés à travers leurs écrits. Docteur Yaya Nthiandjemi, s'il est vrai que la bibliothèque coloniale a montré de sérieuses limites par ses logiques, et le docteur Seou a fait bien de mentionner des logiques eurocentriques, quels doivent être le contenu et la vocation d'une bibliothèque africaine? Tout à l'heure, j'ai dit que la bibliothèque coloniale est une bibliothèque qui divise, qui construit des hégémonies, qui construit des idéologies. Ces idéologies qui seront par la suite reprises en post-colonie pour légitimer des postures politiques, pour créer des clivages sociaux dans notre contexte camerounais. Et généralement, je dis et j'enseigne que chaque société doit se donner le passé du vouloir de son présent. Que veut le vouloir de notre présent? Le vouloir de notre présent voudrait qu'on construise une société de ponts, une société qui se ligature, qui se renforce, qui construit la cohésion. Et pour ça, il ne faudrait pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire la bibliothèque coloniale. Il faut rentrer dans ce qu'on appelait la bibliothèque coloniale pour sélectionner les discours qui peuvent nous aider à construire ces ponts, qui peuvent nous aider à façonner une société de cohésion, à créer en réalité ce que le docteur Fogo appelait la communication, la citoyenneté. Au-delà donc de ça, il faudrait donc mobiliser d'autres sources en dehors des sources archivistiques coloniales. Notamment, nous avions à un moment donné commencé un certain nombre de travail sur la mobilisation des sources locales. J'avais mis un accent sur les sources ajami. On avait commencé cela dans le Lamida de Bagno, dans le Lamida de Tibaté. Il était question de mobiliser toutes les sources ajami qui sont écrites généralement à travers les caractères arabes, traduire, j'insiste sur la traduction, traduire pour que l'information contenue dans ces sources soit accessible aux chercheurs qui est naturellement francophone ou anglophone. Et à partir de cette perspective locale, on peut reconstruire la relation ou les interrelations entre les personnes, entre les entités politiques, entre les sociétés. À partir de ce moment, nous avons un regard local, un regard endogène sur notre propre histoire. Au-delà donc de cela, le professeur Jérémie a parlé des sources orales. Les sources orales sont incontournables dans l'écriture de l'histoire postcoloniale en Afrique. C'est fondamental. Mais il faut aussi questionner une autre dimension, c'est la linguistique historique. La linguistique historique est fondamentale aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre un peuple si vous ne comprenez même pas sa dénomination, si vous ne comprenez pas comment les attributs qu'il se donne lui-même. À partir de là, vous pouvez retracer l'histoire des migrations juste à travers la linguistique historique. Vous pouvez retracer les migrations. Vous pouvez retracer les interactions qu'il y a eu entre un peuple et d'autres. Et au-delà donc de ça, j'ai le privilège d'enseigner quelque chose de fondamental aux enfants. Là, il s'agit de l'art africain. L'art est un système scriptural. C'est un système qui contient beaucoup d'informations. Il faut juste initier nos jeunes chercheurs au décryptage des messages qui sont véhiculés à travers l'art
pour qu'on arrive à la production de ce que j'appelle appeler une nouvelle histoire. Professeur Anatole Fogou, dernière question sans doute. Est-il nécessaire justement de décoloniser, en tout cas, c'est une question assez rhétorique, l'histoire africaine afin d'en faire la matrice de l'éducation à la citoyenneté et au national? C'est votre position? Absolument, absolument. Il faut décoloniser l'histoire africaine et c'est un travail qui a été fait, qui a commencé à être fait par Cheikh Anta Diop. C'est toute la vie de Cheikh Anta Diop, la décolonisation de l'histoire africaine, la construction d'une conscience historique africaine qui devrait permettre de sédimenter tous les aspects, tous les segments de la société africaine pour construire justement le destin des sociétés africaines. Merci professeur Anatole Fogou. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire au département de philosophie de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua, co-directeur scientifique de l'Afrique de Cheikh Anta Diop, France Fanon et Jean-Marc Ella aux éditions L'Harmattan. Merci au professeur Jérémy Dié. Je rappelle que vous êtes le chef département d'histoire de l'École normale supérieure de l'Université de Maroua. Merci au docteur Seou Amadou, historien, enseignant-chercheur à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua. Merci enfin au docteur Yayan Tianjemi, historien, enseignant-chercheur aussi à l'École normale supérieure de l'Université de Maroua. Jeu et enjeu touche à sa fin. Je suis Abdias Harouna. Au revoir.